Bah alors du coup, je vais te laisser te présenter. Moi, je m'appelle Thomas Jean, je suis photographe et vidéaste animalier, plutôt spécialisé dans l'observation de la faune sauvage en pleine ville, en milieu urbain. Et j'ai lancé il y a 5 ans maintenant déjà, la chaîne YouTube La Minute Sauvage, avec laquelle je tente de documenter au mieux les animaux que je rencontre ici en pleine ville à Bruxelles. Donc voilà, et j'en profite aussi avec cette chaîne YouTube pour informer de la situation de la faune sauvage bruxelloise et sensibiliser à la préservation de la biodiversité en pleine ville. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près d'où vient ta passion pour le monde animal sauvage? Depuis gamin, c'est vrai que dans ma famille, on est tous un peu passionnés par l'observation animalière, par la faune sauvage en fait. Tout petit, on se baladait souvent dans une forêt qui est une forêt périurbaine à Bruxelles, donc qui se trouve vraiment en bordure bruxelloise, qui s'appelle la forêt de Soigne, et dans laquelle il y a pas mal d'espèces intéressantes à observer, dont le chevreuil, qui n'est pas chassé dans cette forêt. Ce qui fait qu'il est observable à n'importe quelle heure du jour. C'est assez rare ça, oui. Ouais, c'est un contexte assez spécifique à Bruxelles et c'est plutôt cool parce que du coup ça permet à toute personne, qu'elle soit intéressée par l'observation animalière ou pas, qu'elle s'y connaisse ou pas, de pouvoir observer ce mammifère qui est un animal assez beau et intéressant surtout. Comment est-ce que tu arrives en fait à repérer les espèces que tu filmes? Est-ce que tu vas directement sur le terrain et tu attends de pouvoir les voir, ou est-ce que c'est par le bouche à oreille? Alors c'est particulier par rapport à la nature de ma photographie entre guillemets, c'est-à-dire que comme je réalise des photos en pleine ville, je me balade pas nécessairement dans une forêt. Ici on est en pleine ville, donc on est confronté à l'activité humaine, on est confronté à un certain nombre de paramètres qui vont venir déranger la faune sauvage ou qui vont parfois jouer en ma faveur et faciliter l'approche et l'observation. Une chose qui est certaine, c'est que je vais tenter d'observer des espèces. Quand j'ai une espèce en tête, j'ai plusieurs moyens de parvenir à l'observation. Le premier, évidemment, c'est de passer du temps sur le terrain. Ça, d'une part, c'est ce qui me plaît le plus, évidemment, et d'aiguiser mes sens à l'observation, que ce soit l'ouïe, l'odorat ou la vue. Et puis, ça va être sur le terrain rechercher des indices de présence. Ça, je fais assez régulièrement avec les rapaces, notamment avec les plottes de réjection et avec les renards aussi, avec les excréments, les terriers, enfin voilà, il y a plein d'indices de présence. Mais c'est pas la seule possibilité en fait en pleine ville. Ce qui est cool, c'est comme il y a l'activité humaine, comme les animaux vivent avec l'humain, il y a plein de Bruxellois ou de citadins, puis ça peut se transposer dans plein d'autres villes, qui vivent avec une famille de renards dans leur jardin, qui ont un nid de buse dans l'arbre, dans le parc en face, etc. Et moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je discute avec les gens. Quand je me balade dans la rue, je discute avec eux, et surtout avec les personnes qui promènent leur chien, parce que si elles ont un chien, ça veut dire qu'elles le sortent tous les soirs, enfin tous les jours, au moins une fois par jour. Mais il y a une récurrence. Et dans cette récurrence, il y a la possibilité, si la personne est un peu attentive à la faune sauvage, il y a la possibilité de choper pas mal d'informations, dont notamment, est-ce que vous avez déjà vu des renards passer dans la rue? Si oui, plutôt à quelle heure? Est-ce que c'était dans la journée ou dans la nuit? Un mâle, une femelle, etc. Donc, on peut choper plein d'infos. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça va me faire gagner du temps. Et ça marche pas tout le temps, hein. Je dirais qu'il y a 10% des personnes que je rencontre avec qui je discute qui vont vraiment me donner des infos pertinentes. Mais c'est entre guillemets, un super avantage, quoi. Est-ce que tu trouves que les animaux qui sont en pleine ville et qui sont adaptés au mode de vie humain sont moins craintifs que ceux qui vivraient en forêt ou dans des milieux de vie plus naturels? Alors, ça dépend. Je vois pas ça sous l'angle de l'espèce, en fait. Parce que c'est difficile de généraliser un comportement. Le fait d'avoir cette proximité, enfin, de généraliser pour une espèce un comportement. Mais le fait de vivre avec l'humain, et je reprends le cas de Bruxelles, évidemment, ça va avoir un impact sur le comportement de l'animal en question, mais qui ne sera pas nécessairement généralisé. C'est-à-dire qu'il y a des renards, par exemple. À Bruxelles, en fait, il y a beaucoup de renards, parce que les renards sont pas chassés, et qu'il y a beaucoup de nourriture avec la gestion des déchets ménagers qui n'est pas appropriée par rapport à la présence de la faune sauvage. Et donc les renards peuvent aller bouffer, etc., sans trop de soucis 2 fois par semaine à chaque fois qu'on sort les poubelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à Bruxelles, tu peux tout à fait trouver des renards qui n'auront aucun souci avec la présence humaine. Là, je suis en train d'ailleurs d'observer une renarde dans un cimetière que j'ai un jour surpris en train de faire une sieste sur une tombe. Et cette renarde, elle m'a laissé l'approcher à moins de 2 mètres. Et elle m'a vu, évidemment.
évidemment. Elle m'a regardé attentivement, puis elle a baissé sa tête à nouveau, elle s'est remise à dormir. Donc tu vas avoir des cas très spécifiques comme celle-là, mais tu vas aussi avoir des renards qui vont aller vraiment chercher la tranquillité, qui ne sortiront que la nuit, qui éviteront à tout prix le contact humain. Donc en fait, effectivement, tu vas avoir des tendances comportementales, c'est-à-dire que tu peux avoir en pleine ville des renards qui seront beaucoup plus facilement approchables, mais c'est pas une généralité, quoi. C'est vraiment en fonction de l'individu plus qu'en fonction de l'espèce. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y a pas de chasse, les animaux sauvages ne considèrent plus vraiment l'humain comme une menace mortelle. Et ça, c'est cool, parce que ce soit le cas pour les chevreuils en forêt de soigne ou les renards en pleine ville, en fait, si tu tombes sur l'individu qui est vraiment à l'aise avec la présence humaine, tu peux passer un très très chouette moment d'observation à seulement quelques mètres, et c'est vachement agréable, en fait. Et alors, justement, selon toi, est-ce qu'il y a des solutions pour permettre que l'urbanisation puisse se marier avec ces espèces sauvages avec qui on cohabite? Mais c'est ça le pire, c'est qu'en fait, il y a plein de solutions qui existent. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le concept d'habitat vivant, notamment, parce qu'avec les nouvelles méthodes d'isolation, les nouvelles technologies d'isolation, on a rendu les nouvelles maisons ou les maisons rénovées complètement hermétiques à la faune sauvage. Alors évidemment, on construit des toits végétaux, etc. Mais c'est pas ça qui va permettre aux espèces cavernicoles, par exemple, de nidifier. Et donc, il existe plein de solutions, que ce soit la pose de nichoirs, hein, c'est l'une des solutions les plus évidentes, mais aussi l'aménagement de l'espace public. Plutôt que de minéraliser toutes les places, c'est-à-dire mettre du pavé ou du béton partout, laisser une place à la végétation, et pas n'importe quelle végétation, hein, une végétation qui soit attractive pour les insectes et les invertébrés de manière générale, ce qui va permettre de nourrir les jeunes, notamment je pense aux moineaux qui sont insectivores à leur naissance. Mais tu as aussi des plantes donc pour les insectes et des graminées qui vont nourrir les adultes. Et donc ça c'est deux options, mais il y en a plein d'autres. Tu peux imaginer des nichoirs directement incrustés dans la façade, des types de revêtements des façades qui sont propices à la présence d'insectes. Il existe vraiment plein d'options. Le seul problème, c'est que dans l'urbanisation telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, en tout cas ici à Bruxelles, et encore beaucoup en Europe et partout dans le monde, c'est tant qu'un terrain n'a pas été exploité et qu'il n'est pas rentable, on va considérer qu'il n'est pas rentable. Et donc on va aller construire dessus. Mais ce sont des habitats naturels qui disparaissent, et ça c'est vraiment problématique. Donc c'est les nouvelles constructions qui posent réellement problème. Et après, si on arrive à mettre un terme à ça et à préserver ce qui reste de vert dans les villes, on aura encore en plus plein d'autres solutions pour attirer la faune sauvage et la flore dans les villes. Question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu pourrais nous raconter le plus marquant moment de ta carrière? Très bonne question, très très bonne. Parce qu'il y en a eu un paquet en fait. En Belgique, on a le retour du loup qui s'est fait depuis 10-15 ans. Et deux meutes qui sont installées depuis seulement quelques années, 2-3 ans peut-être, je ne sais pas vraiment. Donc c'est assez exceptionnel, en sachant que le loup, comme en France, avait été exterminé au début du XXe siècle, donc il n'y avait plus un seul loup en Belgique. Et quand j'ai appris cette nouvelle, évidemment, j'étais extrêmement content et je me disais, potentiellement, je vais observer mon premier loup en Belgique dans 10 ou 15 ans. Je me disais ça l'année dernière. Potentiellement, je vais observer mon premier loup en Belgique dans 10 ou 15 ans. Et en fait, l'année dernière, alors j'ai pas observé de loup encore, mais l'année dernière, je me suis retrouvé sur ces traces avec un ami photographe animalier qui est vraiment expert dans l'observation des espèces rares. On allait se rendre sur une zone où un loup à la recherche d'un territoire était en déplacement. Ça a été assez dingue de tomber sur des traces de loup en fait, en Belgique, quoi. Et ça, c'était vraiment un moment assez exceptionnel. C'était que des traces, hein, c'était rien d'autre. Tu aurais mis des traces de chiens, ça aurait été... tu vois, c'est un peu comparable à si tu regardais des traces de chiens. Mais du coup, ça m'a fait une belle émotion. Et donc, potentiellement, je vais pas devoir attendre 10 ou 15 ans avant d'observer un loup en Belgique, et ça cartonne. Et alors, du coup, pour revenir sur ton histoire du loup en Belgique, je sais que par exemple, que ce soit en Belgique ou en France, il y a beaucoup de gens qui pensent que le retour du loup, même si c'est un animal de la région à la base, est un problème et que c'est une menace. Encore un sujet bien délicat dans ta question là. Oui, c'est pas une thématique que je maîtrise du tout. Maintenant, pour avoir un peu m'être un tout petit peu intéressé à la question, moi il y a une chose qui me frappe, c'est que les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics, que ce soit en Belgique ou en France, sont absolument pas préventives.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, plutôt que d'analyser les zones à risque où il pourrait y avoir des attaques de loups parce que les deux meutes sont installées à ces endroits-là et que potentiellement à un moment donné ils vont se rabattre sur les animaux d'élevage parce qu'ils doivent nourrir les jeunes, etc. Ou parce que tu as des loups qui traversent le territoire et qu'il y a des élevages qui sont absolument pas sécurisés. Au lieu de faire ça, on va partir du postulat que les pouvoirs publics vont intervenir à partir du moment où il y a une attaque et à partir du moment où cette attaque est avérée comme étant du fait d'un loup, quoi. Et ça, pour moi, c'est problématique parce qu'en fait, attendre qu'il y ait une attaque, attendre qu'on analyse les tests ADN, etc. pour dire, ok, c'est un loup ou c'est un chien errant. C'est un chien errant, on fait rien, c'est un loup, on dédommage et on dégage du budget pour installer une clôture ou que sais-je. Tu te dis qu'en fait, de manière quasi systématique, ça va générer des dégâts, ça va générer un inconfort, une cohabitation qui sera absolument impossible parce que les éleveurs qui vont être touchés par ça, on les aura pas aidés dès le départ. On va leur dire, ah, t'as eu des dégâts, on intervient. Au lieu de dire, ah, il y a un risque de dégâts, on va intervenir et on va mettre à disposition des outils qui permettront de sécuriser ou de mieux surveiller la zone. On n'est absolument pas dans cette démarche. Donc moi, c'est ça qui me frappe avec le loup, c'est qu'on n'est pas dans une démarche préventive. Donc on n'est pas dans une démarche qui est constructive, si tu veux, vis-à-vis de la cohabitation avec le loup. On est dans une démarche où on va essayer de pallier aux dégâts qui sont générés par le loup. Donc on laisse le loup faire des dégâts. Et ça, pour moi, c'est problématique en termes de cohabitation. Et d'ailleurs, en Belgique, il est même question que le tir, je sais pas comment ils appellent ça, de prélèvement ou préventif, soit envisagé dans certains cas. Et tu te dis, mais c'est absurde, quoi. On est un tout petit pays, on a 2 malheureuses meutes, et on va aller effectuer des tirs de prélèvement sur des loups, quoi. En sachant que tu as des études à plus savoir qu'en faire qui expliquent de manière très concrète et objective que le tir préventif n'a aucune forme de pertinence, quoi. Donc c'est une situation qui est délicate en fait par rapport aux solutions qui sont apportées et qui pour moi sont pas très constructives en fait. Mais donc du coup, pour toi, mieux vaut prévenir directement avec des solutions pacifiques que d'en venir à avoir des problèmes et ensuite devoir recourir à la force. Voilà, tu résumes exactement ma pensée. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a des pays, des régions, des villes, des villages où les gars ils vivent avec des ours, avec des lynx, avec des loups, avec des pumas, plein d'animaux qui représentent un potentiel de risque et de dégâts physiques sur l'humain qui est beaucoup plus important qu'un loup qui a été martyrisé, pourchassé, exterminé pendant des décennies et des siècles, mais qui a bien inscrit dans son instinct que l'humain était une menace totale. Et donc ici en Europe, en France comme en Belgique, les loups, les rares personnes qui en observent, elles peuvent se considérer comme chanceuses parce qu'en fait c'est le fantôme de la forêt, quoi. Et nous, on est en train de psychoter complètement par rapport à un fantôme, là où dans certaines villes, ils cohabitent avec des pumas, avec des ours. C'est quand même dingue, quoi. On a une vision qui est complètement auto-centrée, mais qui est surtout un peu archaïque. Alors, une dernière question. As-tu de futurs projets en cours dont tu voudrais nous parler? Vas-y, c'est ta minute promo. Plein de projets en fait, plein de projets. Un des projets qui va arriver à la mi-octobre, il y a une mini-série qui va sortir sur la chaîne YouTube et qui est dans la continuité du livre et des expos qui en découlent et qui s'appellera aussi d'ailleurs Coexistence et qui va aborder la question de la place qu'on laisse à la faune sauvage par rapport au développement de la ville ici à Bruxelles. Et donc il y aura 10 épisodes qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Et alors en 2023, début 2023, potentiellement, pareil, vous avez l'exclusivité, les gars. Je vais certainement relancer un projet de livre sur lequel je suis déjà en train de bosser, mais ça, je vais quand même garder la thématique secrète jusqu'au début 2023. Et donc, des projets, il va y en avoir plein, et tout sera disponible sur YouTube, Insta et Facebook de la Minute Sauvage, quoi.